Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Il me fait grand plaisir de vous accueillir pour une 49e conférence de la Société d'Histoire depuis 11 ans. Vous me voyez venir, la prochaine conférence, ce sera bien la 50e. Et je vous annonce une surprise pour cette occasion. Alors, on vous y attend. Alors, je vous laisse sans suspens. Merci à la Maison de la Culture de nous accueillir. Un petit mot pour la Société d'Histoire. Vous êtes habitués, la plupart d'entre vous, à mon boniment pour vous encourager à devenir membre ou à renouveler votre adhésion. Et oui, c'est important. C'est un support pour notre fonctionnement. Il y a des dépliants sur la table pour vous inscrire si vous ne l'avez pas déjà fait. En même temps, jetez un coup d'œil sur notre dernier bulletin encore tout chaud qui porte sur l'histoire de la rue Saint-Denis. Et maintenant, passons à notre conférence d'aujourd'hui. Gabriel Deschambault, qui est natif du plateau et y a toujours habité, vous racontera son plateau depuis ses plus tendres souvenirs. Il a vécu de près son évolution, le changement des habitudes et de la mode. Et en plus, sa profession d'architecte urbaniste lui a permis d'en connaître tous les aspects de son patrimoine et de son histoire. Il a beaucoup à dire sur le sujet. Il en a rempli de nombreuses chroniques et son blog. Mais il n'a pas fini de nous charmer avec ses propos. Accueillons chaleureusement mon ami et collègue Gabriel Deschambault. Bonjour et merci beaucoup de votre présence malgré la température qui n'est pas de notre côté. Je remercie Huguette pour cette présentation et je remercie aussi Justin qui a donné un coup de main pour régler tout ça parce que moi, j'espère juste qu'on n'aura pas de pépins techniques parce que c'est vous qui allez subir les conséquences. Oui. Donc, le titre de la présentation, la vie quotidienne dans le plateau de Montréal, ce sera aussi, bien sûr, la vie quotidienne à Montréal ou au Québec, parce que les différents aspects que je vais vous présenter à l'aide des photos anciennes touchent un peu tout le territoire. Les années 50, je vous expliquerai avec le premier volet qui réfère à la place des fleurs de macadam qui a suscité l'intérêt pour la création de cette conférence-là. Comme je l'expliquais, comme on l'a dit dans les petites publicités sur Facebook ou ailleurs, c'est une présentation de photographies anciennes, c'est des prétextes à raconter des choses, ce n'est pas un cours d'histoire, loin de moi d'avoir cette prétention-là. Et si jamais ça suscite des questions, bien sûr, à la fin, on pourra faire des échanges, mais aussi peut-être, si jamais je dis une ânerie ou une fausseté grave, parce qu'il y a des gens spécialistes dans la salle, n'hésitez pas, on fera la correction, ce sera au bénéfice de tout le monde. Bon, je vais m'asseoir pour manipuler toute la technique. Est-ce que c'est trop fort, trop faible, ça va? Bon. Donc, comme je vous le disais, l'idée de cette conférence-là est venue à la demande de l'arrondissement lors de le lancement du projet de transformer le terrain vacant entre Montana-Boyer et Mont-Royal, ancienne station-service, en une place publique. Donc, c'est comme ça qu'on a amorcé la réflexion. Alors, la photo que l'on a actuellement à l'écran, bien sûr, c'est une photo qui date de 1939. On n'est pas dans les années 50, mais on va y arriver rapidement. Donc, c'est la fameuse place des Fleurs de Macadam. On voit la station-service qui est là depuis 1937 et qui a été opérée un petit peu plus tard par M. Armand Ferland, le père de Jean-Pierre Ferland, le chansonnier, pendant une trentaine d'années. Sur la photo, on voit un cortège du roi Georges VI et de la reine-mère. Alors, on est à l'aube de la guerre. La guerre sera déclarée dans quelques mois. Et il était venu au Canada pour un peu brasser les Canadiens. Le
des Canadiens, parce qu'il y avait quand même un problème d'enthousiasme, surtout au Québec, de participer à cette grande guerre. Alors, il était venu faire un peu de marketing. Et c'est intéressant de voir le caractère de cette station-service ancienne qui était assez particulier. Alors, dans les années 50, on assiste, on le verra plus loin dans la présentation, l'automobile, la voiture va prendre une place prépondérante dans la société. Alors, forcément, les stations-service vont suivre la parade et les grandes compagnies pétrolières vont refaire leur architecture, si on veut, et on aura ces fameuses stations-service un peu, comme on dit, streamline, là, un peu d'allure moderne. Et la troisième station, c'est celle des années 70 que la plupart d'entre vous, si vous êtes du quartier, avez dû voir. Aujourd'hui, l'endroit a été aménagé, c'est maintenant terminé, c'est la place des Fleurs de Macadam. C'est ce qu'on appelle un Water Square, un parc enfin, ça vise à recueillir l'eau de pluie et de la retourner après l'avoir collectée, l'avoir fait parcourir différents secteurs plantés. Mais il y a des mécanismes qui font que l'eau ne s'écoule pas directement dans les égouts ou dans le système. L'eau est emmagasinée au milieu de la place et s'est acheminée vers les égouts par la suite. Alors, le premier aspect de cette présentation-là touche la vie commerciale de l'avenue du Mont-Royal, qui est d'une certaine façon, une des artères commerciales importantes. Il y a bien sûr le boulevard Saint-Laurent, la rue Saint-Denis, d'autres rues également, rue Rachel, Duluth, qui participent de l'ancienne histoire, c'est-à-dire de l'histoire des anciens quartiers. Toutes ces petites rues commerciales-là ont été remplacées par des rues plus importantes comme Mont-Royal, Saint-Laurent, Saint-Denis, etc. Alors, on est toujours à la station-service de M. Ferland et on voit, c'est une raison inconnue pourquoi il y a un achalandage aussi grand. Pour ceux qui connaissent un petit peu le secteur, on regarde vers la rue Boyer et on voit le bâtiment résidentiel qui a été remplacé depuis par un supermarché. Alors, curieusement, j'attire votre attention sur le fait que ici, on voit que les bâtiments ne sont pas à l'alignement du trottoir, il y a un certain recul. Il faut se rappeler que la rue, moi je vous avertis aussi, je ne parlerai pas de l'avenue du Mont-Royal parce que je l'ai toujours appelée la rue Mont-Royal, comme Michel Tremblay d'ailleurs, qui parle de la rue Saint-Laurent puis de la rue Mont-Royal. Donc, la rue Mont-Royal, à l'origine, est résidentielle. Donc, on a cette implantation de bâtiments avec un recul par rapport à la ligne de trottoir, ce qui n'est pas le cas sur ceux-là et sur le reste de l'avenue du Mont-Royal vers l'est. Donc, c'est ce qu'on voit aussi sur cette autre photo qui nous montre le commerce qui occupait l'angle de la rue avec justement ces escaliers-là et qui a été remplacé en 1959 par un des premiers supermarchés de la rue, avec celui de Steinberg que l'on verra un petit peu plus tard. C'était quand même l'apparition dans les années 50 de cette nouvelle réalité qui remplaçait peu à peu les épiceries de coin et les petits commerces. L'avenue du Mont-Royal qui a connu d'une certaine façon son apogée justement dans les années 50 et aussi un petit peu dans les années 60, mais c'était surtout dans les années 50, a vu l'apparition de commerces où je mentionne le concept d'innovation. Alors, la rue Mont-Royal a eu un succès tellement rapide quand il y a eu cette explosion qu'on a vu apparaître des entrepreneurs, des commerçants qui vraiment amenaient des choses nouvelles. Alors, je vous donne l'exemple ici du Mont-Royal Barbecue, qui a été là de 41 à 88. Bon, évidemment, l'intérieur que l'on voit sur la photo
aujourd'hui, ne nous dit plus grand-chose, quoique s'il existait toujours dans son état d'origine, j'imagine qu'on viendrait de New York pour aller manger à ce restaurant-là. C'est probablement pas son allure d'origine, c'est peut-être une première restauration. Mais l'innovation aussi sur l'avenue est aussi au niveau des enseignes commerciales. Alors, ici, on voit l'enseigne de ce fameux Mont-Royal Barbecue au coin de la rue Rivard, juste à côté. Et ces fameuses enseignes lumineuses au néon, c'est caractéristique des années 50 à Montréal et surtout sur l'avenue du Mont-Royal, puisqu'on disait tantôt qu'il y a eu comme un essor assez important. Alors, il faut imaginer que ici, toutes les lignes qui sont en diagonale, c'est des néons qui affichent une couleur. Mont-Royal Barbecue, c'est des néons qui affichent une autre couleur. Et il y a des lumières de contour qui sont d'autres couleurs. Et tout ça, il faut imaginer la rue Mont-Royal le soir, quand toutes ces affiches-là, malheureusement, je n'ai pas de panorama qui nous montre l'ensemble de la rue en enfilade, mais la rue était couverte de ces immenses affiches lumineuses et qui avaient chacune leur dynamique, leur couleur. Alors, ça faisait un spectacle assez spécial. Un autre exemple, la fameuse affiche de la bijouterie Roy, qui est toujours en place d'ailleurs et qui, au moment où l'entreprise a décidé de fermer le commerce, les gens se sont inquiétés de voir cette affiche, pas iconique, mais quand même importante dans le paysage, de la voir disparaître. Ce qui a amené l'arrondissement à réfléchir à la possibilité de reconnaître un certain nombre d'affiches commerciales, disons patrimoniales, à défaut d'un autre mot, mais effectivement, on peut utiliser cette notion de patrimoine pour ce genre d'affiches-là. Et je pense qu'il y a une quinzaine d'affiches qui ont été retenues et sont enchâssées dans une réglementation en vue de leur préservation. Donc, on est sur Mont-Royal, près de la rue Garnier, Fabre, où on voit le fameux magasin Hélène Messier, qui est un magasin, à l'époque, on disait départemental. C'était, d'une certaine façon, le Morgan ou le Eaton de la rue Mont-Royal. Vous voyez que son architecture détonne un petit peu, le mot n'est pas bon, détonner, mais tranche par rapport à l'ensemble des autres bâtiments de la rue Mont-Royal qui ont été construits même au début du siècle. Tandis que les bâtiments qui sont situés entre Garnier, Fabre, Marquette, c'est des bâtiments qui ont été construits sur un terrain qui est l'ancien terrain de la famille Logan, qui avait une immense terre sur laquelle on retrouve aujourd'hui le parc La Fontaine, mais qui avait leur manoir près de la rue Garnier-Mont-Royal. Et quand la famille a délaissé, les gens sont décédés et le reste des gens qui étaient impliqués là-dedans sont retournés en Angleterre. Alors, le bâtiment a été utilisé à d'autres fins pendant plusieurs années, mais il est resté vacant. Donc, quand finalement la firme, c'est une firme de transport, je pense, qui occupait les lieux, a quitté l'endroit et a mis les terrains en vente. Alors, c'est pour ça que vous remarquerez, quand vous passerez dans ce secteur-là de l'avenue du Mont-Royal, vous allez voir que l'architecture est beaucoup plus récente que les autres bâtiments. Les bâtiments réguliers de l'avenue sont en pierre calcaire, comme beaucoup des bâtiments résidentiels du quartier, parce qu'ils ont été développés à une époque où la pierre calcaire était utilisée comme matériau de construction. Alors, ici, par exemple, c'est une architecture que l'on retrouvera plus sur le boulevard Saint-Joseph, une architecture qui utilise une brique peignée, brune, avec des pièces de maçonnerie, du béton artificiel. Et c'est typique de l'avenue du boulevard Saint-Joseph et c'est aussi typique de la production architecturale de ces années-là. Tout comme Messier. Et voici une autre photo plus récente de Messier. Et on voit aussi
magasin Woolworth. Il y a eu plusieurs chaînes de 5-10-15 sur l'avenue du Mont-Royal, Woolworth, Tresgay, United. Bon, c'était typique de cette époque-là. Et où on voit que malgré que la façade a été reprise depuis, c'était une façade de blocs vernissés. Maintenant, c'est une façade plus de briques qui rappelle uniquement la couleur et les formes. Mais on voit encore une fois que c'est une architecture qui est un petit peu plus neuve pour ce qui est de la rue Montréal. Quelques mots sur la société de l'époque. Alors, on parle des baby boomers, on sort de la guerre. Là, je vous laisse deviner le sexe du 9e bébé. On peut présumer que c'est un garçon. C'est un petit peu caricatural parce que les familles n'étaient pas toutes aussi nombreuses, mais l'après-guerre a quand même donné lieu à des familles plus importantes que ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors, ces familles nombreuses-là, ces enfants nombreux, la situation qui parfois est particulière, on se retrouve donc avec des religieuses et des religieux qui occupent les domaines des hôpitaux, de l'éducation et des services sociaux. Je pense qu'ici, on voit une sœur de la charité ou une sœur grise. Je ne me souviens pas de tous les costumes. Mais tout ça pour dire qu'à cette époque-là, dans cette société des années 50, on dit que, j'ai quelques chiffres ici, ça nous donne un petit peu l'ampleur, les communautés religieuses s'occupaient de 37 000 lits au Québec. Et il y avait 5 000 sœurs de toutes ces communautés-là qui étaient dédiées à ces soins de santé. On parle pour les soins de santé des sœurs grises, des hospitalières et des sœurs de la Providence. C'est des communautés qui ont été plus dévouées à la question de la santé par rapport à d'autres, Saint-Nom-de-Jésus-Marie, qui ont fait plus le domaine de l'éducation, les collèges. Alors, on est ici dans un ancien pensionnat, c'est les Sœurs du Sacré-Cœur, Huguette? Ici? Sainte-Croix, bon. Et le pensionnat Mont-Royal, qui était Saint-Nom-de-Jésus et de Marie. Donc, il y a quand même eu ici des présences assez importantes de communautés en termes d'éducation, au-delà des écoles primaires que l'on connaissait. Donc, on verra un petit peu plus tard que cette présence religieuse sera plus tard remplacée, enfin, dans le cas qui nous préoccupe, si on parle de la santé, c'est aux alentours des années 60 que le gouvernement demandera aux communautés de laisser les hôpitaux et compagnie. La présence de l'Église dans cette société des années 50, je vous présente cette photo-là parce qu'elle est assez extraordinaire. Malheureusement, elle n'est pas très précise parce que c'est une photo qui a été agrandie à partir d'une photo plus petite. Donc, on y voit, bien sûr, Maurice Duplessis, qui sera premier ministre du Québec jusqu'à son décès en 1959. On voit aussi Monseigneur Charbonneau, qui était l'archevêque de Montréal, qui l'a été des années 40 jusqu'aux années 50. Dans cette photo-là, où on voit à côte Maurice Duplessis et Joseph Charbonneau, nous permet de dater ça d'avant 1950, pardon, parce qu'en 1950, le Monseigneur Charbonneau a dû quitter le Québec et il a été exilé d'une certaine façon en Colombie-Britannique parce que il avait comment dirais-je, oui, il avait non seulement appuyé, mais il avait été très actif dans un dossier important pour le Québec, que l'on dira qu'il générera la Révolution tranquille, celui de la grève de l'amiante, la grève à asbestos, en 1949. Alors, les grévistes étaient vraiment
C'était la première grève importante au Québec. C'était des ouvriers canadiens français pour des patrons anglophones ou américains. Alors, on voit que tout est en place pour des affrontements, sinon physiques, à tout le moins des affrontements sociaux. Et bien sûr, notre ami Maurice Duplessis appuyait complètement les patrons, les compagnies. Et notre ami Charbonneau a demandé en chair, pas en chair, c'est-à-dire qu'il a demandé aux paroisses de Montréal qu'il demande en chair d'aider, de collecter des sous et de collecter des victuailles pour aider les grévistes de asbestos. Donc, ça ne faisait pas du tout le bonheur, bien sûr, de Maurice Duplessis, et ça ne faisait pas non plus le bonheur de l'Église québécoise, parce qu'il y a plusieurs ecclésiastiques qui disaient que Charbonneau dérangeait tellement que ça pouvait, à la limite, ça pouvait pénaliser le lien entre l'Église et la population. Les gens n'aimant pas la chicane, n'aimant pas la controverse. Donc, Monseigneur Charbonneau s'est fait monter la porte. Et en préparant, en lisant ces choses-là, il va falloir que je lise sur Joseph Charbonneau parce que ça doit être un personnage assez incroyable et qui ne, bon, je m'étire, et qui ne ressemblera pas du tout à celui qui va lui succéder. Alors, l'Église, on voit que, bon, sur la précédente, on voit que Monseigneur Charbonneau, il y a même une soutane qui a des pièces. Ce n'est pas le cas de son successeur, le Paul-Émile Léger, qui va le remplacer en 50 jusqu'à ce qu'il démissionne en 1967. Et entre-temps, il sera nommé cardinal en 1953. Donc, on le voit dans ses habits cardinalistes. Et on voit, j'aime beaucoup cette photo-là parce que pour ceux qui connaissent un petit peu Camlien-Route, que l'on voit à gauche, il n'est pas en soutane, pour ceux qui connaissent un petit peu Camlien-Route, et qu'on voit son visage qui répond à cette interaction du cardinal, on voit que le cardinal, il devait en projeter beaucoup. Une autre chose que l'on peut dire sur le cardinal Léger et surtout sur la place de l'Église, c'est qu'en 1950, et ça ira jusqu'en 1967, pendant toute la durée où il sera à Montréal, il y aura le fameux chapelet en famille à 7 heures tous les soirs. Là, sur la photo, on voit le cardinal qui est, je crois, à l'archevêché. Il recevait probablement des paroisses à l'archevêché pour dire le chapelet qui était retransmis par CKAC. C'était une émission quotidienne qui était très, 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 très courue. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais enfin, qui était fréquentée. J'ai prié à genoux à 7 heures le soir. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont prié à genoux à 7 heures le soir? Oh! Ben là, vous risquez d'apprendre aujourd'hui des affaires que vous savez déjà. Bon, en tout cas. Donc, on dit que 65% du diocèse de Montréal s'était engagé, les paroisses de Montréal s'étaient engagées à inciter leurs fidèles à participer au chapelet en famille. On se rappellera d'une famille qui prie d'une famille unie. Et la chanson, je ne vous la chanterai pas, mais toujours dans les années 50, on va toujours avec la présence importante de l'Église. On retrouvera dans plusieurs paroisses ces manifestations religieuses, comme par exemple la Fête Dieu, qui était peut-être la plus importante, parce que d'une part, c'était au mois de juin, donc c'était une bonne... Mais les paroisses mettaient beaucoup d'emphase sur ces célébrations-là, et c'était très... c'était très cher au cœur des catholiques de l'époque. Alors,
cette présence de l'Église doit être, je ne sais pas comment vous dire ça, là, mais les églises étaient remplies. Alors, des messes le dimanche, il y en avait à partir de 7 heures le matin jusqu'à midi. Après ça, il s'en est ajouté la messe de 5 heures. Alors, il y avait beaucoup de monde qui fréquentait les églises, ce qui donnait en contrepartie une force, pas politique, mais enfin une force sociale très importante à l'Église. J'allais dire une anecdote, mais pour les gens qui en ont souffert, ce n'est pas une anecdote. Pour moi, l'anecdote, c'est qu'en 1953, quand il y a eu la grosse épidémie de polio à Montréal, moi, j'étais un petit canot, je passais la presse. Et à chaque fois que j'allais vers une porte, j'avais la presse devant moi, puis je voyais des photos de ce genre-là qui étaient relatives à l'actualité concernant l'épidémie de polio. Et ça ne me rentrait pas dans la tête que quelqu'un pouvait être soumis à cette obligation du poumon d'acier pour pallier à la difficulté des muscles qui faisaient la respiration, qui étaient affectés par le virus de la polio. Une photo toujours de société, 1956 au Parc Lafontaine. Alors, si vous fréquentez parfois le Parc Lafontaine, ça vous permet de voir une certaine différence. Là, le monument de Dollard des Ormeaux vient tout juste d'être installé à sa place actuelle. Il était auparavant plus vers l'est, près de la rue de la Naudière. Mais quand Claude Robillard, dans les années 50, a voulu refaire le parc, c'est le Jardin des Merveilles qui devait s'en aller dans cette section-là du parc. Donc, il fallait déplacer le monument qui s'est retrouvé à son endroit actuel. Alors, j'attire votre attention sur l'affiche. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on verrait une telle affiche. Puis, je vous attire votre attention sur la petite affiche aussi qui dit « S'il vous plaît, please ». C'est-à-dire que les pelouses, à l'époque, étaient interdites de fréquentation. Le parc était un parc d'ornementation. Ce n'était pas un parc d'utilisation. Il n'était pas question d'aller pique-niquer. Il y avait des aires de pique-nique avec des tables de pique-nique, mais il n'était pas question d'investir la pelouse. Alors, encore une fois, ça montre la différence entre la place du Parc Lafontaine à cette époque-là et celle qu'il a aujourd'hui. Le tramway de Montréal. Bon, j'ai dit le tramway au cœur de la ville. C'est que pour le quartier ici, qui était composé par l'ancien village de Saint-Jean-Baptiste, par Saint-Louis-du-Malin ou Poteau-Saint-Louis, ces villages anciens-là se sont développés grâce à la venue du tramway. Le tramway date des années 1860, mais le tramway électrique date de 1892. Et le premier circuit de tramway électrique passait justement beaucoup sur le plateau, Parc Avenue, Mont-Royal, Rachel, Saint-Laurent, etc., Amherst. Donc, le tramway a vraiment, et pour Montréal, et pour notre quartier, été un élément structurant de son développement et de son organisation. C'est parce que les rails sont recouverts par la gadoue. Non, ce n'est pas un autobus, c'est un tramway. Non, effectivement, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup. On est sur Saint-Laurent, point de Mont-Royal. Ça, c'est le tramway Mont-Royal qui vient de tourner à gauche sur Saint-Laurent. Il va descendre jusqu'à Craig pour aller au terminus Craig. Alors, il y a bien sûr plein de voitures, plein de camions qui circulent à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on ne voit pas les rails. Une autre photo, c'est le prétexte de vous montrer des photos anciennes qui sont toujours intéressantes parce qu'on voit différents secteurs de Montréal. On est ici sur l'avenue du Parc, un petit peu au sud de Laurier. On regarde vers le sud. Alors, par exemple, ici, l'avenue du Parc, on voit différents modèles de tramway. À droite, vous avez un modèle un petit peu plus moderne. C'est des tramways qui ont roulé dans Outremont, qui ont roulé beaucoup aussi sur l'avenue du Parc. C'était ce genre de tramway-là. Et le tramway qu'on voit plus en vedette, c'est le tramway plus traditionnel. C'est le modèle qui a été le plus
le plus acheté par les compagnies de tramway à Montréal, celui que ceux qui se souviennent du tramway. Combien de personnes ont pris le tramway? Ah, c'est un petit peu moins que tantôt, mais encore beaucoup de monde. Bon, le tramway, évidemment, il y a ces rails qui sont au milieu de la rue, donc c'est un petit peu compliqué dans une rue qui est large pour faire attendre les gens dans le milieu de la rue. Donc, on voit ce genre d'îlots qui sont pratiqués pour permettre aux gens d'attendre le tramway en sécurité. Oui, j'allais dire, on voit toutes sortes de modèles de tramway parce qu'il y a plusieurs lignes de tramway, justement, qui peuvent circuler sur un certain tronçon de rue, comme ici sur Parc Avenue, parce qu'ils allaient vers le nord, ils pouvaient emprunter, comme ici, celui-là s'en va sur la rue Van Horn, d'autres continuaient sur Parc Avenue, d'autres tournaient, mais on voyait ce genre de section de rue qui était très, très fréquentée. Il y avait aussi, bien sûr, on est à Parc et Mont-Royal, il y avait aussi, bien sûr, les fameux tramways observatoires qui ont été très populaires pendant plusieurs années. C'est le fameux modèle que je vous disais tantôt, c'est les tout derniers tramways qui ont été achetés par le Montreal Tramway. C'est un tramway aux allures un petit peu plus modernes. Et j'attire votre attention aussi sur la publicité que l'on voit à cet endroit-là, qui est anglaise. On va le voir un petit peu plus loin dans d'autres photographies. À Montréal, c'était en anglais à cette époque-là. Une dernière photo, on est à l'angle Rachel sur la rue Delormier. Le tramway s'en va vers le sud. Alors, on s'imagine à une autre époque. Bon, bien sûr, on est à une autre époque, c'est les années 50, mais je voulais dire, on s'imagine que tout ça est disparu, mais l'ensemble des bâtiments que l'on voit sur cette photo-là sont toujours en place. Évidemment, on voit beaucoup de galeries, de colonnes, de boiseries, ces choses-là. La plupart sont disparues. Donc, pas esthétiquement, mais visuellement, le paysage a changé, mais les bâtiments sont toujours là. Alors, on voit aussi que le tramway, c'était quand même imposant. L'ensemble de ces voies-là sont toujours entourées de pavés pour permettre la réparation plus facile des voies ou des attaches en dessous. Donc, ça s'enlevait rapidement et ça pouvait se remettre également rapidement. Malheureusement, quand quelque chose fonctionne bien, il faut toujours que ça ait une fin triste. Donc, il y a eu le grand scandale des tramways américains. Je vous fais ça en 2 secondes, mais il y a des livres à écrire là-dessus, puis il y a des présentations à faire en entier là-dessus. Donc, je vous le donne en quelques secondes. Donc, dans les années, ça a commencé dans les années 35 et ça s'est concrétisé dans les années 50. Des grandes compagnies américaines comme General Motors, Standard Oil et Firestone, respectivement fabricants de matériel roulant, de pétrole et d'huile et de pneus, se sont ligués pour faire en sorte que les tramways disparaîtraient du paysage. En tout cas, on parle des États-Unis, mais finalement, ça aura un impact sur l'ensemble des tramways nord-américains, pour que les tramways disparaissent pour être remplacés par des autobus qui leur permettraient évidemment d'écouler leurs produits. Ils ont réussi. Bon, General Electric a acheté des compagnies de tramway pour lui permettre ces centrales électriques, pardon, pour lui permettre un peu normaliser la demande. Ensuite de ça, ça a été un peu la même chose avec ces 3 grandes compagnies-là. Ils ont acheté des compagnies de tramway, puis finalement, il y a eu des procès parce qu'on trouvait que ces gens-là n'avaient pas le droit de faire ça. Mais ça a fini qu'ils ont eu une amende de je ne sais pas combien de milliers de dollars, puis ça s'est terminé là. Oups. Bon, donc, la remise de tramway de Folhomme et Mont-Royal, on voit les tout derniers tramways qui sont là. La remise a déjà on a déjà entamé sa démolition. On est dans les années 59. Et justement, le tout dernier tramway montréalais sera remisé au point de Folhomme et Mont-Royal en 1959. On voit le maire Sarto-Fournier, Jo-Marie Savignac, qui était au comité exécutif. Et le monsieur, je
je n'ai pas pu avoir son nom, c'est probablement un des conducteurs émérites de la société de transport. Donc, on fermait l'épisode des tramways à Montréal, c'était la modernité, l'autobus, c'est la modernité. Bon. Donc, le tramway est sorti, c'est remplacé en grande partie par la Reine Auto. On voit ici un Chevrolet des années 50 et un Chevrolet des années 59. On voit un peu l'évolution d'un modèle de voiture sur une décennie. En 59, c'est l'espace qui s'ouvre à nous, c'est les avions à réaction, c'est les fusées. Alors, ça se traduit aussi dans la production des véhicules qui imitent un peu ces véhicules-là. Alors, la vie familiale, ben, elle va tourner beaucoup dans la cuisine, qui est le cœur de la famille, de la maison. On retrouvera à partir de 1937 le radio qui va être allumé le matin puis qui va se fermer tard le soir. Et où on retrouve toutes sortes de radio-romans, Un homme et son péché, Les joyeux troubadours, des émissions sur l'agriculture également. Et ça sera complété dans les années 50, en 1952, par la télévision. Bon, là, je ne ferai pas lever les mains parce que j'imagine que tout le monde ici a connu connu l'arrivée de la télévision. On va avoir quelques images tantôt sur le sujet. Alors, dans la vie familiale, je dis La Ruelle et ses hangars, le royaume des enfants et de la ménagère. Alors, on voit ici que la ménagère était présente dans la ruelle parce que c'est là que le linge était tendu. Et on disait tantôt que c'était bien réglé, cette société-là, mais on dit toujours que bon, le lundi, c'était le jour de lavage, le mardi, c'était le jour de repassage, etc., etc. Le vendredi, c'était le jour de ménage, puis on mangeait du poisson. Alors, la vie familiale, la société des années 50, c'était ça. C'était réglé, c'était simple. Aujourd'hui, on est à des années-lumière de cette réalité-là. Donc, notre ménagère qui vient de faire son lavage, puis de l'étendre surtout, avait aussi dans sa cuisine une glacière. Alors, on a ici une assez grosse glacière. Qui a vu des glacières? Oh, il y a moins de mains. Moi, j'ai vu des glacières aussi, mais il y avait et la glacière et le frigo tout neuf qui venait de rentrer, mais j'ai quand même vu la glacière, j'ai quand même vu la livraison de la glace. Donc, on mettait la glace dans un compartiment ici qui était fait de métal la plupart du temps, perforé. Donc, le bloc de glace dégageait le froid qui finissait par habiter les compartiments qui sont là. La qualité de la glacière vient avec aussi, évidemment, l'importance du bloc de glace que l'on met dedans. Paraît-il que la glace pouvait durer 2 jours, 3 jours. Je ne sais pas de quelle grosseur de bloc on parlait, mais il faut s'imaginer qu'aux 2-3 jours, il fallait s'occuper du frigidaire, de la glacière en l'occurrence, mais aujourd'hui, on a un frigo il est branché dans le mur, puis il peut être branché là pendant 15 ans. Des fois, on va changer la température, mais c'est tout ce qu'on va faire. Alors, il faut imaginer que dans ce temps-là, il faut gérer la glacière, acheter de la glace, recevoir la glace. C'est pas non plus évident. Bon, dans les années 50, on va voir aussi apparaître le réfrigérateur. Alors, il y a sa partie congélateur dans le haut où on fait des cubes de glace et on met les choses que l'on veut conserver. Mais c'est quand même, pour notre ménagère qu'on parlait tantôt, une grosse amélioration. Ce qui est un petit peu moins une amélioration, c'est la laveuse. Alors, la laveuse, quand c'est le temps de faire une publicité, c'est toujours c'est propre. Il n'y a pas de 22
chaudrons, pas chaudrons, mais des seaux, des chaudières alentour pour recevoir le linge à rincer, le linge qui a été tordu. Bon. Alors, encore une fois, il faut voir la différence entre cette époque-là, qui est quand même pas si loin que ça. On parle pas oui, on parle du siècle dernier, mais on ne parle pas d'un siècle précédent. C'était pas évident dans la cuisine. Donc, quand on dit le monsieur, il est fort, mais il se retrouvait souvent à la taverne aussi. Quand la ménagère, elle, elle travaillait pas parce qu'elle avait trop d'ouvrages. Alors, on les salue. Alors, les fameux hangars, on a vu la ruelle tantôt, les fameux hangars qui étaient souvent, qui n'étaient pas souvent, mais qui étaient toujours des constructions accessoires, c'est-à-dire c'était adossé au bâtiment principal qui était construit dans notre quartier de gros murs de madriers de bois recouverts de briques à l'arrière et de pierre en avant. Les hangars, eux, étaient des structures de bois recouvertes de tôle. Et les hangars servaient... Pourquoi on avait ce bâtiment accessoire à nos maisons? Bien, il faut se rappeler qu'à l'époque, on a vu tantôt la glace. Alors, la glace, elle n'arrivera pas par en avant, puis passer à travers le salon puis le corridor. Il faut qu'elle arrive par l'arrière, par la ruelle. Elle est distribuée dans la ruelle par les livreurs de glace, puis elle est montée dans les petits escaliers de bois que l'on retrouve dans ces bâtiments-là. Mais à l'époque, tous les bâtiments sont munis de fenêtres d'été, de fenêtres d'hiver. Ici, la fenêtre que l'on voit, on voit les volets d'hiver. Alors, il y a les volets intérieurs. Bien là, ils sont ouverts, on ne les voit pas, mais en principe, il y a des volets à l'intérieur et ça, ce sont les volets à l'extérieur. Et l'été, ces volets-là vont être remplacés par des persiennes qui permettent d'avoir de la pénombre à l'intérieur et de baisser la température dans les logements. Alors, ces persiennes-là ou ces contre-fenêtres d'hiver-là doivent être rangées en quelque part. On en a pour en arrière, comme ici, mais on en a aussi pour les fenêtres avant. Alors, les fenêtres avant avaient aussi une double fenestration qui était installée à l'automne et qui était enlevée au printemps. Alors, ça faisait beaucoup de châssis, beaucoup de fenêtres à arranger et on retrouvait ça dans la glace, on l'a vu, on retrouvait ça dans le hangar et aussi dans le hangar, c'était le combustible, c'était le carré à charbon. Plus tard, ça sera l'endroit où on va retrouver les bidons de l'huile à chauffage. Donc, encore une fois, l'huile à chauffage, il faut monter par l'escalier à l'arrière. Pas question de traverser le logement avec les boyaux. Donc, on retrouvait les carrés de charbon dans ces endroits-là. Alors, il y avait beaucoup de visites, il y avait beaucoup de visites dans les maisons. Si on parle de l'alimentation, bien, encore une fois, dans les années 50, il y avait la livraison du lait, la livraison du pain. Il y avait beaucoup les petites épiceries, bien sûr, faisaient aussi de la livraison, mais on a vu tantôt que les supermarchés vont faire leur apparition, mais au début des années 50, on parle encore d'une structure commerciale qui offre tout l'aspect d'alimentaire est réglé par les petites épiceries du coin. L'épicier ne peut pas avoir de lait à garder parce qu'il n'est pas équipé pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il y aura un laitier qui fera la livraison. Même chose avec le pain. Alors, les épiceries de coin, on va souvent trouver des spécialités de boucherie. Et ils ont bien sûr quelques légumes, quelques fruits, des fruits courants de l'époque, bananes. Alors, ces épiciers-là font la livraison. Ici, c'est une photo relativement plus récente que l'autre. Et on parlait des villages, des vieux villages du quartier. Alors, à un moment donné, quand Montréal s'est développé, le marché Bonsecours, la place Jacques-Cartier était beaucoup trop loin pour aller faire son Steinberg. On a vu apparaître dans les quartiers ces fameux marchés publics dans les années... ici, dans Saint-Jean-Baptiste, le vieux marché est en 1870. Et dans les années 30, on va construire une nouvelle génération de marchés comme celle que l'on voit là, qui est au coin de Rachel et Saint-Laurent. Alors, c'est souvent les fermiers de Laval, l'île Jésus ou de plus anciens
les fermes dans Saint-Laurent, la partie nord de l'île, qui vont venir vendre leurs produits en ville. Alors, il y a des charrettes avec chevaux ou plus tard des camions qui viendront, un peu comme au marché Jean Talon aujourd'hui. Moins aujourd'hui, il y a moins de camions. C'est devenu comme un marché à ciel ouvert. Mais, et ça a été remplacé rapidement par un mouvement assez, je ne dirais pas agressif, mais assez dynamique, assez de la famille Steinberg qui a installé ces supermarchés qui sont un petit peu l'inventeur des supermarchés à Montréal. Là. On parlait du Dominion tantôt, mais c'est un concept peut-être plus canadien. En tout cas, Steinberg, la famille Steinberg a acheté énormément de terrain dans le but de développer des supermarchés. Et il y a eu beaucoup de terrains qui n'ont jamais reçu un supermarché, mais qui sont restés dans le cheptel immobilier de la famille. Et c'est pour ça que c'est devenu une dynastie importante. La vie politique, on a déjà vu un petit peu tantôt. Donc, Montréal, c'est le maire Camille Wood et c'est son second, Jo-Marie de Savignac, qui est un résident du quartier. Il demeurait à Delaroche et Saint-Joseph. Camille Wood, il a été 18 ans maire de Montréal et il va quitter la politique en 1954. On sait tous que Wood a fait un peu de prison aussi parce qu'il était opposé à la conscription lors de la Deuxième Guerre. Et c'est un maire qui a joué d'une popularité incroyable à Montréal, un peu comme Jean Drapeau plus tard, mais pour d'autres raisons. C'était un maire qui était très populiste. Il a été critiqué parce que quand il sera remplacé un petit peu plus tard par l'équipe de Jean Drapeau, ici on voit Jean Drapeau, Pierre Desmarais à gauche et Pacifique Plante qui est devenu chef de police, qui était procureur aussi pour la ville. En tout cas, ils prendront le pouvoir en 1954. Ils vont battre Camille Wood et Camille Wood va quitter la scène politique. Alors, Drapeau, il va être là de 1954 à 1957. Il va être remplacé pendant 3 ans par Sarto Fournier, que on va le voir sur la photo suivante. Et par la suite, il a été là de 60 à 86. Donc, c'est un maire qui a été très, très, très longtemps à la barre de la politique à Montréal. Pour le meilleur et parfois pour le pire, ça dépend du point de vue où l'on se place. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Drapeau pour son approche de développement urbanistique avec des démolitions Parce qu'à cette époque-là, Montréal a été un vaste chantier. On pense, par exemple, à la Maison de Radio-Canada. On calcule les logements qui ont été démolis par centaines, presque par milliers. Alors, donc, on reproche à Drapeau d'avoir nettoyé la place. Par contre, il y a beaucoup de ces bâtiments-là qui avaient été abandonnés pendant des décennies. Alors, c'était vraiment... Peut-être qu'aujourd'hui, ces bâtiments-là, parce qu'ils avaient bien sûr un caractère architectural intéressant, mais c'est tout l'entourage sociologique qui tournait autour de ça, des quartiers pauvres, etc., etc. À cette époque-là, dans la mentalité de la société, c'est qu'il faut nettoyer ça, il faut démolir ça et remplacer ça par du neuf. Bon. Toujours est-il que notre ami Jean Drapeau, de toute façon, vous le connaissez bien. Par contre, on lui doit aussi le métro, l'Expo 67, qui sont aussi des éléments d'évolution de Montréal. Cette photo-là date de 1959. On voit justement ici le maire Sarto Fournier qui a été là 3 ans. Alors, c'est une cérémonie, un point de presse pour marquer le fait que l'avenue du Mont-Royal sort d'un long calvaire, si on peut dire, parce qu'on a retiré les voies de tramway. Le tramway a quitté en 1959, donc pour ces années-là, on a dit, bien, on va faire
Pont-Neuf pour l'avenue du Mont-Royal, mais ça a été plus compliqué que prévu. De toute façon, ça a traîné et le commerce s'en est fortement ressenti. Les commerçants ont été très critiques face à cette... et peut-être que ça a nui suffisamment à la rue pour qu'elle perde pas son charisme, mais son importance dans l'imaginaire populaire. La fameuse rue Mont-Royal, Sainte-Catherine du Nord, etc., etc., bien, avait eu quelques années de mauvais pas. Et je ne me souviens pas, il faudrait y réfléchir. Le déplacement du faire sur la Plaza Saint-Hubert, une nouvelle coqueluche, une nouvelle saveur du mois. Toujours est-il que la rue Mont-Royal a connu une certaine forme de dépression qui sera reprise plus tard quand on retrouvera un engouement pour le quartier. Alors forcément, on retrouvera un engouement pour l'avenue commerciale. Par contre, on se sent aller dans un cours de HEC. L'avenue Mont-Royal que l'on voit ici est une rue commerciale. Aujourd'hui, c'est une rue commerciale, mais ici, on a du commerce de proximité, mais un commerce qui offre de tout. Il y a plein de magasins de meubles sur l'avenue du Mont-Royal à cette époque-là, il n'y en a plus aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup Ici, on voit, vous voyez, Robert et Robert, ça, c'est la deuxième génération du petit commerce de coin de l'Intermarché que l'on a vu tantôt. Donc, l'avenue a connu un bon succès commercial, mais finalement, cette époque-là l'a beaucoup dérangé. Aujourd'hui, elle a retrouvé une espèce de créneau avec les restos et les bars, les bistrots. Par contre, ce sont des usages commerciaux qui ne sont pas structurants pour un quartier. C'est une utilisation commerciale, mais ce n'est pas des usages qui vont faire en sorte que les gens vont se déplacer vers la rue de façon générale. Ils vont y aller pour faire la fête dans un bistrot ou dans un restaurant. Bon. Un autre aspect que j'aimerais attirer votre attention, c'est un extrait de la photo précédente. Alors, jetez un coup d'œil sur les... D'abord, on parlait tantôt des affiches au néon très nombreuses dans le quartier, mais vous vous rendez compte qu'elles sont unilingues anglaises pour la plupart. On est dans un quartier français, c'est-à-dire canadien-français, comme on disait à l'époque, ou francophone plutôt. Par contre, l'expression commerciale se traduit par de l'anglais. Les publicités dans les petits journaux sont bilingues. Dans les tout petits journaux, comme par exemple le Guide Mont-Royal, qui était le journal local, qui s'affairait beaucoup sur l'avenue du Mont-Royal, là, ce sera plus français, mais en tout cas, à cette époque, c'était beaucoup anglophone. On parlait tantôt de Jo-Marie Savignac. Alors, si on parle de Jo-Marie Savignac, on peut dire que il a été en charge du comité. Il a été au comité exécutif et il en sera longtemps le président par intermittence de 1930 à 1960. Donc, ce n'est pas banal. Il n'y sera pas, bien sûr, pendant la période de Jean Drapeau. Quand on dit jusqu'en 60, il faut compter les 3 années de Sarto-Fournier où on était un peu du même bord. Mais Jo-Marie Savignac, il faut se rappeler qu'il a défendu âprement la qualité urbanistique du quartier. On pense au Parc Laurier, par exemple, où pendant de nombreuses années, l'Association des commerçants, entre autres, de l'avenue du Mont-Royal, voulait que l'avenue du Christophe-Colomb traverse le Parc Laurier pour brancher les deux, la section nord de Saint-Grégoire à la section sud de Laurier. On peut imaginer que ça aurait détruit le Parc Laurier, sans compter que ça aurait occasionné un achalandage de circulation très important. Ça aurait dénaturé la rue Christophe-Colomb. Elle a fini par être dénaturée avec le temps, par usure. Mais à l'époque, ça aurait été direct et vite réglé. Bon. Alors, Savignac s'est toujours opposé à ce charcutage du Parc Laurier. Et
jamais il n'acceptera dans son quand il sera présent à la ville, dans l'administration, que ça se fasse. Et il était aussi défenseur de la qualité visuelle, du paysage architectural ou urbanistique du boulevard Saint-Joseph que l'on voit ici dans ces années-là, où il y avait un immense terre-plein qui donnait un caractère un petit peu plus urbain, un peu moins autoroutier à ce secteur-là. Ce fameux terre-plein, si on va vers l'ouest, à l'ouest de Henri-Julien, où on tombait dans le territoire de la ville Saint-Louis, ville Saint-Louis, l'ingénieur en charge, qui était Georges Vanier, enfin, je ne sais pas si c'est Georges ou Jean, peu importe, M. Vanier, avait proposé et mis en place une espèce de maille centrale qui était plantée. Il y avait une promenade. C'était vraiment, on appelait ça le mouvement City Beautiful, qui était un mouvement urbanistique qui venait des États-Unis, où on mettait beaucoup l'emphase sur la verdure et tout ça. Donc, notre ami Savignac au provincial, on a vu tantôt que c'était Maurice Duplessis qui était premier ministre. Il a été là jusqu'en 59 au moment de sa mort, de 44 à 59. Et on le voit ici avec Camillien Roud. Notre ami Louis Saint-Laurent, qui était premier ministre du Canada à cette époque-là et à la fin des années 50, sera remplacé par John Diefenbaker. Bon, une plage sur l'enfance. Bien sûr, l'enfance, c'est souvent, en tout cas dans ces années-là, un peu un jeu de rôle. Les petites filles ils jouent à la mer, puis les garçons, ils jouent à un rôle masculin, cow-boy en l'occurrence. Je pense que pas mal de gens jouaient au cow-boy, pas mal de garçons jouaient au cow-boy à cette époque-là. C'était le caractère de ces années-là. J'ai mis cette illustration-là parce que moi-même, jeune enfant de cet âge-là, j'avais un tricycle. Puis, Dieu sait, faut savoir que les îlots montréalais qui sont très, très longs et qui sont pour la plupart, sauf quelques rues à l'ouest du quartier, la plupart de ces îlots-là possèdent une grande ruelle. On l'a vu tantôt avec les cordes à neige quand on disait que c'était le royaume des enfants. La plupart de ces îlots-là possèdent une ruelle. Donc, le terrain de jeu principal des enfants, c'est la ruelle. Mais si c'est du patin à roulette ou du tricycle, bien évidemment, on fait le tour du bloc, on passe par la ruelle, on revient par le trottoir et ainsi de suite. Alors, c'est quand même un milieu assez sécuritaire. Et donc, ça, j'ai vu ce terme « joy cycliste ». Je n'ai jamais revu ça ailleurs. Je ne sais pas si c'est un mot qui a été inventé par le publicitaire ou quoi. Mais effectivement, il y avait beaucoup de tricycles. Et les enfants, contrairement à aujourd'hui, par exemple, quand c'était les vacances d'été, ben, ils sortaient de la maison le matin, puis ils rentraient pour dîner, puis ils ressortaient de l'après-midi pour rentrer pour souper. Ils étaient constamment à l'extérieur avec des groupes d'amis. Aujourd'hui, les enfants sont plus, pas isolés, mais ils sont plus, on parle toujours des tablettes puis des manettes de jeu, donc les enfants sont un petit peu moins actifs qu'ils l'étaient. Donc, on a vu les tricycles, il y avait bien sûr les patins à roulettes. On a fait une petite publicité avec les patins à roulettes et la clé. Comme tout le monde lève la main quand je pose une question, je ne le fais pas, mais tout le monde connaît probablement ces vieux patins qui s'ajustaient en longueur par un petit boulon qui était en dessous et qui s'ajustaient en largeur par une petite clé qui était là. Puis tout le monde avait sa clé dans son cou pour changer les réglages des patins à roulettes. Donc, c'était très, très, très utilisé chez les enfants. Et ce qu'il y avait aussi, c'était ce genre de petits jeux très économiques, le bolo, le yo-yo ou encore le hula hoop à la fin des années 50. Ces jeux-là, comme je le disais, ne sont pas dispendieux. Donc,
la plupart des enfants pouvaient demander à chaler leur mère pour qu'elle leur achète un bolo ou un yo-yo. Et il y avait toujours, pas des voyageurs de commerce, mais il y avait toujours des gens qui faisaient, c'était des petits entrepreneurs qui faisaient ça soit pour une compagnie ou peut-être qu'eux-mêmes avaient parti d'une fabrique de bolo, mais faisaient la tournée des petits restaurants de coin où les enfants allaient acheter leurs bonbons à la scène et faisaient une espèce de petite manifestation pour que les enfants prennent connaissance, jouaient avec le bolo, jouaient avec le yo-yo, puis le vendeur laissait ça au petit restaurant, puis c'est comme ça que les enfants pouvaient se procurer ce genre de... Donc, dans les ruelles ou sur les trottoirs, il y avait beaucoup de ce genre de petits jeux qui se jouaient en groupe. On ne parle pas des cordes à danser ou des élastiques qui viendront plus tard, mais c'était dans l'air du temps pour jouer dans la ruelle. Encore une fois, les années 50, on est en 54 ici, les années 50 et ceux qui ont vu un peu les écoles aujourd'hui, donc les classes ne sont plus aménagées de la même façon. C'était très rigoureux, très discipliné, un peu à l'image de la vie qu'on a dit tantôt, qui était toute réglée, lundi le lavage, mardi le repassage. Alors, c'était vrai pour les écoles aussi. Les pupitres sont comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui était vrai pour les garçons était vrai également pour les filles. On est dans la même année en 1954. Ici, on a des bureaux à double usage, ce que je n'avais pas vu chez les garçons. Donc, à l'école, on avait, ça c'est le genre d'outils qui était utilisé. C'était beaucoup des images. Chaque lettre avait une souris, ou enfin, chaque lettre avait sa petite image. On était beaucoup formés par peut-être une influence aussi américaine. Tout le monde est blond. Mais ces jeunes des années 54, comme par exemple la classe des filles de tantôt, c'est une des jeunes filles qui était là. Les enfants avaient aussi une certaine, pas des règles à suivre, mais des étapes, si on veut, à franchir, la confirmation, la première communion. Je ne sais pas si ce sont des choses, des activités qui existent encore aujourd'hui à l'Église, je n'en sais rien. Mais ici, la petite fille, c'est sa première communion et on en fait une fête un peu, pas comme un mariage, mais enfin, les enfants étaient à l'occasion de cet événement-là en vedette et au centre de l'attention. Ça, tout le monde se souvient de ces bulletins-là. Encore une fois, moi qui avais quand même des pas pires résultats scolaires, ça, c'était la partie qui me hantait. Dans le dernier bulletin de l'année, c'était écrit si on passait à l'autre année. Je ne sais pas pourquoi j'étais inquiet de ça, mais moi, ça m'inquiétait. Alors ici, on voit que cette madame, cette jeune fille qui vient faire sa confirmation, Suzanne Gauthier, qui était, malheureusement, vous ne voyez pas, là, mais elle a commencé 6e, 3e, puis après ça, elle a été première pour le reste de l'année. Alors, ce sont des choses qui n'existent plus non plus aujourd'hui, un bulletin chiffré, c'est des bulletins avec des lettres ou des, je ne sais pas quelle autre forme de... Mais c'était quand même une façon assez juste pour les parents de suivre les progrès de l'enfant. Bon, les garçons étaient un petit peu moins... Mais encore une fois, on est dans la ruelle, donc on voit que les amusements sont simples, peu coûteux. Un bâton de hockey pouvait faire une bonne dizaine d'années avec ça. Les manettes de jeu, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais enfin, c'était... alors, les garçons les filles aussi, mais c'était plus les garçons qui étaient impliqués dans, on verra apparaître dans ces années-là, les centres de loisirs. Alors, chaque paroisse s'efforçait de développer son centre de loisirs. Chaque paroisse se devait d'avoir son centre de loisirs. Et le centre de loisirs, s'occuper des parties de hockey ou du baseball.
Il y avait le patinage, encore une fois, une activité qui est assez économique. Une fois une paire de patins, c'est vrai que les enfants, les patins ne durent pas longtemps, mais si on atteint l'adolescence ou jeune adulte, les patins, encore une fois, ça va durer longtemps. Donc, encore une fois, des activités peu dispendieuses où on se retrouve à plusieurs. Ce n'est pas des activités isolées. Le parc La Fontaine sera toujours un acquis pour le quartier. C'est l'endroit où, à l'origine, les responsables de la Ville de Montréal ont essayé M. Bernadette, qui était responsable du parc pendant de nombreuses années, avait fait des voyages aux États-Unis pour voir que les parcs offraient aux enfants différents appareils de balançoire ou de glissade, et il a amené cette idée-là ici, et c'est toujours au parc La Fontaine ou au parc Jeanne-Mance que l'on tentait d'apprivoiser ces... Alors, au parc, ils ont beaucoup, d'abord, s'il y a des glissades, il y en a plusieurs, il n'y en a pas juste une. S'il y a des balançoires, il y en a plusieurs. On voit quand même ici qu'il y a plusieurs planches balançoires. Des balançoires, il y en avait une bonne. Et évidemment, des glissades aussi, il y en avait plusieurs. Donc, toujours dans les années 50, on a parlé de Claude Robillard, qui est un personnage, qui est un directeur de l'urbanisme à la ville et directeur des parcs, a complètement repensé le parc La Fontaine. Malheureusement, il a fait disparaître beaucoup d'éléments du patrimoine qui étaient très importants, comme ici, il y avait le pont des Amoureux. L'ancien chalet-restaurant avait brûlé, donc c'était un peu normal de le remplacer, mais on voit ici le tout nouveau chalet-restaurant. Et dans ces années 50-là, il va procéder à différents aménagements, comme par exemple le Jardin des Merveilles. Et cette photo-là est intéressante parce qu'on voit quand même que c'est un endroit qui est très visité. Ça a vécu pendant plusieurs années et ça s'est jamais... c'est plutôt l'idée d'un zoo qui a eu raison finalement du Jardin des Merveilles, c'est que l'opinion publique à l'égard des animaux a évolué. Bon, c'est sûr qu'il y a encore des zoos comme à Granby ou je ne sais pas où, et un biodôme, mais on peut dire qu'à cet endroit-là, les animaux sont bien traités, ce qui n'était peut-être pas toujours le cas dans des ouvrages comme le Jardin des Merveilles, qui était tout petit, qui c'était pas fait pour avoir un zoo officiel, mais au niveau de la population, c'était un endroit pour lequel ils étaient en amour et qui était très fréquenté. C'était quand même assez unique aussi pour Montréal. C'est un concept qui rappelait un peu le concept américain qui sera repris par Disney à peu près à la même époque en Californie. Donc, un endroit très, très, très aménagé, des espaces où il y a de l'eau, toujours des constructions un petit peu exagérées, là, un peu comme on voit dans les livres pour enfants, des histoires pour enfants. Donc, c'est pour ça que ça a été très populaire. Il y avait cette fameuse porte du château enchanté, ou je ne sais trop comment ça s'appelait exactement. Donc, c'est une séquence de ces images-là qui plaisaient aux gens. Évidemment, on ne parle pas des enfants qui adoraient cette visite-là. Donc, et les enfants et les parents trouvaient ça agréable. Toujours dans notre table des années 50 de Claude Robillard, il y a eu l'aménagement de cet espace de divertissement, concert, danse, enfin, musique, qui a été aménagé, le théâtre de Verdure, qui malheureusement a été démoli l'an dernier pour être remplacé par un nouveau théâtre plus contemporain. On va rester dans les années 50. Moi, je trouve que cet espace-là aurait dû être mis en valeur plutôt que d'être démoli et remplacé. Le parc avait, tout le monde a connu un peu les gondoles du parc La Fontaine, qui était une autre activité qui était très, très, qui amenait beaucoup de gens au parc. Les sports. À cette époque, Montréal a une équipe de hockey.
En 1952, ils ont remporté la Coupe Stanley. Ils l'ont remporté ensuite de 1955 à 1960. Alors, c'est quand même, c'est une époque où les gens de hockey étaient au centre de l'attention publique en ce qui concerne les sports. Ici, j'ai indiqué 55, on ne peut pas avoir cette photo en 55 parce que 55, c'est l'année de l'émeute de Maurice Richard et il n'a pas participé aux séries, donc il ne pouvait pas mettre la main sur la Coupe Stanley. Mais c'est une photo qui est contemporaine là, de ces années-là. Mais encore une fois, on dit de l'émeute de Maurice Richard suite à une bagarre avec les Bruins de Boston puis un arbitre qui a été l'événement qui a engagé un peu, comme on disait tantôt avec l'asbestos, la révolution tranquille. C'est des événements, c'est des moments qui obligent les gens à réfléchir à où est-ce qu'ils se situent dans tout ça. Et encore une fois, l'establishment anglophone, le Campbell, la Ligue nationale de hockey, les gens ont été outrés du traitement qu'avait reçu Maurice Richard. L'autre sport de prédilection à Montréal, c'est la lutte. Le lion du Canada français qui était Yvon Robert. Yvon Robert, à ma grande surprise, j'ai appris qu'il était une super vedette. Et évidemment, cette époque de lutte-là n'est pas l'époque de la lutte que l'on a connue par les années suivantes, où c'était plus pas de la comédie, mais un spectacle. À l'époque, ça a quand même un caractère encore respectueux. Donc, Yvon Robert a été une immense vedette et il a fait fortune avec ce sport-là. Dit-on qu'il avait des salaires qui multipliaient celui de Maurice Richard, encore une fois. Donc, la lutte, on va la voir apparaître plus officiellement en 1953 avec la télévision. On va la retrouver à la télévision le mercredi soir après les Ploufs. C'est Michel Normandin qui sera la voix de la lutte à Montréal. Et Yvon Robert, qui est décédé relativement jeune pour un problème de santé, sera remplacé par Jean Rougeau dans le paysage de la lutte à Montréal. Il y a du baseball à Montréal. Il y a toutes sortes de petites ligues. On l'a vu tantôt. Là, je prends plus de temps. Là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc, on est au Parc La Fontaine. Ici, il y a plusieurs équipes intermédiaires qui se retrouvent et on voit qu'il y a quand même un auditoire pas un auditoire, mais qu'il y a des spectateurs pour ce genre d'intervention. Mais Montréal a eu quand même les Royaux. On dit de 1897 à 1917 et ils reviennent de 1928 à 1960. C'était la Ligue internationale et on parle du club école des Dodgers pour les Royaux. Et le fameux stade de Lormier, on n'est pas dans le quartier, mais enfin, ça fait partie des années 50 de l'environnement. Alors, et justement, le premier joueur noir du baseball nord-américain se retrouvera ici dans la saison 46, Jackie Robinson, qui, comme je le disais, c'est lui qui va briser la glace dans ce sport. Information et divertissement. Alors, à cette époque-là, bien sûr, c'est l'âge d'or des journaux. Il n'y en a pas des tonnes. On parle chez nous, la presse. On voit dans sa facture de ces années-là, qui est un journal relativement, ce n'est pas les journaux que l'on voit aujourd'hui, mais en fait, il n'en reste plus de journaux. Il y a le Journal de Montréal, la Gazette. Les informations sont beaucoup plus transmises par les tablettes de façon électronique. Donc, les kiosques à journaux que l'on a vus tantôt, ça n'existe plus, bien sûr. Le journal a une facture très, très factuelle, là. Par contre, d'autres journaux, avec le temps qui passe, d'autres journaux vont prendre, pas la relève, mais vont accompagner le journal traditionnel qui était la presse, comme par exemple Montréal Matin, qui va mettre l'emphase sur la photographie. Alors, il y a moins de photographies dans la presse, peut-être parce qu'il y a plus d'informations comme telles.
Montréal Matin a peut-être moins de journalistes et je ne dis pas qu'il va remplir son journal avec des photographies, mais c'est une nouvelle approche de l'information, de voir apparaître. Et aussi, Montréal Matin sera connu pour son traitement du sport. Ici, Jacques Beauchamp, c'est quelqu'un qui a été présent dans le paysage, pas informationnel, mais des journaux, si on veut. Pardon. Et il y avait sa chronique de sport qui était très, très courue. Donc, on avait cette approche dans les journaux d'avoir des rubriques, des chroniques. Ça existe toujours. Si on regarde la presse plus, il y a toujours des chroniqueurs traditionnels. La télévision, alors, la télévision qui apparaît en 52, on va parler de certaines émissions comme Bobino en 1957. Il y a Pépineau et Capucine de 52 à 55. La famille Plouffe, qui était l'émission peut-être la plus populaire. Le jeune bébé n'aime pas l'histoire. Il ne perd rien pour attendre, ça va toujours exister. Donc, la famille Plouffe, 53-59, la lutte en 1953, on l'a dit, les belles histoires des pays d'en haut en 56-70, le survenant, bon. Alors, cette époque-là des années 50 et la télévision, ça a quand même été, la télévision était au cœur du salon et au cœur du logement. La soirée se passait devant la télévision. Aujourd'hui, c'est sûr que ceux qui ont beaucoup écouté la télévision écoutent toujours la télévision, mais les gens aujourd'hui vont consulter plus les tablettes, les ordis d'une façon plus sporadique. Donc, ces années 50-là, qu'on a vu tantôt avec Maurice Duplessis, donc le Québec a sorti dans les années 50 de la période que l'on a appelée de la Grande Noirceur. Et en 59, il va connaître un nouveau départ avec la Révolution tranquille. En 60, ça sera Jean Lesage qui va arriver au pouvoir avec son équipe. René Lévesque, l'électricité, tout ça. Alors, Montréal, au tournant de la décennie 50-60, va connaître un nouveau départ. Dans le plateau, on a beaucoup de secteurs anciens. Ici, on est sur, je crois, de Bullion, au coin de la rue Lyonnais. Et par contre, à la même époque, la banlieue, ici, dans le cas présent, c'est la rue Soriol dans Huntsic. Alors, à la même époque que l'autre image, c'est l'attrait de la banlieue. La banlieue n'est pas en troisième couronne comme aujourd'hui, mais elle est toujours sur l'île. Principalement à Huntsic, je ne sais pas pourquoi ça s'est traduit là avant de se traduire dans... Ben, il y a eu le West Island sûrement. Je connais moins l'histoire du West Island en termes d'années où ils se sont retrouvés là. Mais c'est un nouveau départ. Ici, on a le plan d'Auzois qui était on a parlé tantôt de Jean Drapeau. C'est la période des années 50. C'est une période qui a été difficile pour le patrimoine résidentiel ancien. Mais le plan d'Auzois, on parle grosso modo de Saint-Dominique, Sanguinet, Ontario, de Maisonneuve, quelque chose du genre. Là. Alors, c'était le secteur qui était vraiment abîmé. Et la réflexion du moment était en réponse à l'expression urbanistique du moment. En Amérique, c'était on fait table rase, on construit des tours qui sont plus denses, donc on peut dégager plus de sol, avoir des parcs, etc., etc. Disons que ce genre d'intervention urbanistique-là ne se ferait plus aujourd'hui. C'était à l'époque. Ensuite de ça, le développement s'est transporté dans la petite Bourgogne, Saint-Henri, plus tard Pointe-Saint-Charles. Et là, l'autre gros événement, c'était les îlots Saint-Martin. Donc, encore une fois, il y a eu beaucoup de bâtiments qui ont été démolis. Mais on ne voyait plus ce genre de grande intervention et avec le temps, les HLM, les habitations
communautaire, c'était une échelle beaucoup plus réduite. Alors, la fin des années 50, la place du Mali, 1959, ça lance le Québec dans une nouvelle étape. On l'a dit tantôt, les années 60, la Révolution tranquille. Alors, ça clôt je veux juste ajouter on parlait tantôt du Monseigneur Charbonneau pour montrer comment est-ce qu'il y avait quand même un langage qui était assez particulier pour l'époque à l'Église. Il disait dans l'affaire de Asbestos, la classe ouvrière est victime d'une conspiration qui veut son écrasement et quand il y a conspiration pour écraser la classe ouvrière, c'est le désir de l'Église d'intervenir. Nous voulons la paix sociale, mais nous ne voulons pas l'écrasement de la classe ouvrière. On est en 1950, là. C'est un monseigneur qui dit ça, alors forcément, ça va faire des vagues et ça va lui coûter non seulement son poste, mais la place qu'il occupait à Montréal. J'imagine que cet ecclésiastique-là aurait pu faire de grandes choses à Montréal et à l'Église, plus que le cardinal Léger, malgré tout l'aura qu'on lui donne. C'était les années 50. Je vous remercie. Je ne sais pas si les gens aimeraient avoir des éclaircissements sur ou mentionner des anecdotes ou des choses comme ça. Oui. Il y a des glacières où on voit même un petit robinet dans le bas où les gens pouvaient se servir de l'eau fraîche, mettons. Mais celle qu'on a vue, ça se retrouvait dans une cuvette de métal en bas qui devait être vidée régulièrement. En tout cas, on a passé quand même un peu rapidement sur notre ménagère, héroïne des années 1950. C'était pas évident dans la cuisine, là. Les glacières, les laveuses, l'étendage, pas de sécheuse. Mon père était marchand de glace sur le plateau de Montréal. Et il passait dans le plateau Saint-Louis, Savez-vous pour quelle compagnie? non. Ah, pour lui-même. La plupart de ces commerces-là avaient en même temps du charbon, du bois, parce qu'il y a encore des gens qui chauffaient au bois dans certaines conditions, et bien sûr, souvent du foin aussi pour les chevaux à cette époque-là. Mais le plateau, on peut s'imaginer avec chaque logement en sa glacière. Donc, chaque logement a besoin de son bloc de glace. Donc, il faut les acheminer, ces blocs de glace-là. Et sur le territoire du plateau, il y avait plusieurs glacières importantes. Il y en avait une coloniale Mont-Royal, il y en avait une devant le Carmel, des immenses bâtiments dans lesquels l'hiver, on emmagasinait des blocs de glace en s'assurant avec du brandy que ça ne colle pas ensemble. Puis tout l'été, on sortait cette glace-là pour l'acheminer chez les gens. Donc, je ne me souviens plus si vous disiez votre père ou votre grand-père? OK. Puis votre père, la glace. Brunel. Dans l'Est? Il y avait une glacière sur Van Horn. Est-ce que vous vous souvenez s'il faisait de bons salaires? Vous vous viviez bien ou c'est un métier comme un autre? Et puis, quand les frigidaires sont arrivés, ma mère a dit que les premières à pouvoir. Quand ils montraient le vidéo en gaz gris, et ici, il y a des places qui avaient comme un genre de petit solage. Il y avait comme une planche, et puis c'était un genre de palais. Puis,
Oui, c'était comme ça. 50 livres, oui. Oui. Les années 50, qui datent de l'état bougé, puis les glaciaires ils ont duré longtemps, je ne sais pas combien, parce que le monde n'avait pas de moyen de sortir tout ça. Il y avait un compte à la glace. Il y avait un compte à la glace. Des chevaux. Ben, comme Madame disait, effectivement, dans les années 50, moi, je pense avoir vu de la livraison de glace avec des chevaux. J'ai vu en camion aussi, là, mais et j'ai vu glacière et frigo dans une cuisine. Chez nous, il y avait pourquoi la glacière est restée là malgré le frigo, j'en sais bien, ça n'a pas dû durer longtemps, mais j'ai vu les deux en fonction, si on veut. J'ai de la difficulté, mon oreille est historique. Ah! Oui. Ben, la glace, historiquement, elle est récoltée sur le fleuve. Mais ça, c'est quand la vieille ville. Après ça, ils ont fait le lac Saint-François ou le lac des Deux-Montagnes. Alors, c'était une industrie. Il y avait des gens qui se spécialisaient dans aller scier la glace. Ils amenaient ça dans un camion, puis ils stockaient ça dans les glacières. C'était plus tard, on parlait de Brunel tantôt, plus tard, il y a des compagnies qui vont en fabriquer de la glace parce que probablement c'était trop compliqué d'aller sur le fleuve ou un lac, ou peut-être parce que ça ne gelait plus non plus. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire de la glace. À l'est ou à l'ouest? Je me souviens d'avoir vu une photo à Longue Pointe qui prenait de la glace à Longue Pointe sur le fleuve. Mais enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ben, les guenilloux, on n'en entend pas vraiment parler, mais des fois, on voit apparaître un article qui dit qu'un tel monsieur avait une entreprise guenilloux, mais il revendait ses guenilles. Il y en a que je ne sais pas s'il faisait du papier avec ça ou quoi, mais enfin, peu importe. Oui, les guenilloux étaient très, très populaires, effectivement. La Renaissance d'autrefois. Le guenillou? Non. Peut-être. Parce que des fois, ils prenaient d'autres choses que des guenilles aussi. Ouais. Les valoristes qu'on dit aujourd'hui. Quelqu'un a levé la main, mais je ne me souviens plus où. Oui. Des guenilles à vendre qui disaient. Il y avait aussi les vendeurs de fruits et légumes qui passaient dans les ruelles à la criée. La ruelle a été, pas juste dans les années 50, elle a à nouveau une ère populaire parce que les gens, les plus jeunes qui investissent le quartier vont l'utiliser le soir, ils accompagnent des enfants qui maintenant n'ont plus le droit de jouer seuls dans la ruelle. Donc, ils les accompagnent pour prendre l'apéro avec les voisins puis discuter des affaires. Donc, la ruelle a toujours sa place. Oui.
Le plateau Mont-Royal, à cause du fait qu'il y avait des quartiers plus anciens, c'est sûr qu'à cet endroit-là, les logements étaient moins de qualité, donc on retrouvait plus de gens plus pauvres à cet endroit-là. Par contre, 4, 5, 6 rues plus loin, on pouvait avoir des gens mieux nantis. On ne parle pas de riches, mais des gens moyens, si on veut. Donc, il y avait tout ça en même temps dans le quartier. Oui. Gros exemple de part sur le plateau, comment ça se fait? Introduire dans l'architecture, c'est vraiment comme Disons que le boulevard Saint-Joseph, ça se voulait un milieu chic. Bon. À cette époque-là, puis à d'autres époques avant aussi, la production du bâtiment sur le plateau ou ailleurs dans la ville se basait beaucoup sur une industrie de préfabrication. Les gens pouvaient acheter, la plupart des boiseries pouvaient être achetées par catalogue, ce que les entrepreneurs faisaient, y compris, par exemple, des vitraux. Alors, l'industrialisation était quand même relativement poussée à ce moment-là, puis les industries qui fabriquaient des fenêtres avaient des standards, puis faisaient des standards, puis il y a des compagnies qui leur faisaient des vitraux pour la partie haute de la fenêtre. C'était souvent 1/3 fixe, 2/3 ouvrant ou avec des volets, puis la partie haute était avec des vitraux, mais c'était tout préfabriqué, ça. Il n'y avait rien d'artisanal là-dedans. Avec les Tiffany, avec la mode du Tiffany, il y avait un mouvement, en fait, pour le verre. Ben, en fait, moi, je vois ça plus comme une recherche d'esthétique pour ajouter une petite touche plus chic, parce que ça, on ne verra pas ça dans la production du début du 20e siècle. Ça sera partout où il y a une volonté de construire chic, le vitrail se retrouve. Vous parlez de Montréal ou vous parlez de... Oui. Il faudrait faire si jamais vous voulez faire une recherche là-dessus, vous nous l'apporterez, on va vous recevoir avec plaisir. Mais vous ne savez pas un nom qui vous vient à l'esprit? Mais à un moment donné aussi, les installateurs de fenêtres offraient de justement préserver le vitrail et le mettre dans la partie fixe. Ils le mettaient dans un thermos. Oui, ça vous avez raison, comme plusieurs autres choses. Oui, madame. Pourquoi c'est disparu? La voiture, madame. La voiture. Le boulevard Saint-Joseph, je crois que c'est dans les années 60 que l'on a charcuté ce terre-plein pour ajouter de part et d'autre une voie de circulation. Il n'y en avait qu'une seule à l'origine. Il y en avait deux, mais... On prend une dernière question, puis on termine avec ça. Moi, je proposerais aux gens de leur proposer pas de mémoire, la mémoire des ventes de Luc Bouton, fait à partir d'archives de l'ONF, des chutes de films de l'ONF, des cartes sur Montréal. C'est magique. Les images, des noms, et Vous parlez du site de l'ONF? Oui, la mémoire des anges, oui. C'est absolument. Il y en a un autre qui a été produit aussi. Oui. Oui, ça vraiment, c'est vraiment à voir. Là.
Merci beaucoup. Ben, merci à vous.